Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance sur l'autonomisation des femmes. La séance touche un ensemble de questions, microcrédit, entrepreneuriat, insertion professionnelle des jeunes femmes. Mon nom c'est Bouba Ousseini, je suis administrateur de programme au Centre de recherche pour le développement international basé à Ottawa, le CRDI. Le CRDI, c'est une société d'État canadienne, une agence de développement international qui soutient la recherche et investit dans le renforcement de capacités en recherche dans les pays en développement. Et on programme sur un ensemble de domaines très variés sur le développement allant des changements climatiques, environnement, économie inclusive et changement technologique et autres. Et j'ai mis ici un ensemble de documents pour ceux qui sont intéressés à savoir un peu qu'est-ce que nous on produit, les travaux qu'on fait sur ces questions-là. Mon programme particulièrement a deux volets principaux, le volet autonomisation économique des femmes et le volet emploi des jeunes. Donc c'est vraiment très en phase avec la thématique de cette conférence. Et vous avez ici un ensemble de documentation pour vous donner à peu près une idée de ce qu'on fait et comment on peut faire les choses. Donc sans plus tarder, je vais brièvement présenter nos conférenciers cet après-midi. J'ai le premier intervenant, M. Cho Henry Belanger Cho. J'espère que c'est correct. C'est acceptable. Ok. Il est enseignant-chercheur à l'université Jean Lorugnon Guédé de Daoula en Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Et il va présenter sur l'effet du microcrédit sur la probabilité d'autonomisation des femmes, donc les liens entre le microcrédit et l'autonomisation des femmes. Ensuite, j'ai à ma gauche ici Blanca Léo Ngondi, que vous rappelez certainement, elle était dans un panel hier. Elle est présidente de l'association des femmes ingénieures, de l'association Femmes Ingénieures, Femmes Intégrées en République démocratique du Congo. Et j'ai plus loin là-bas M. Mehdi Le Petit Guerin. Il est doctorant à l'Université de Bordeaux en France et il présentera sur l'insertion professionnelle des jeunes femmes les déterminants de la qualité du travail dans différents contextes d'Afrique francophone. Donc, comment va se dérouler la séance? On a à peu près 1h05 parce qu'une partie de nous avons une contrainte, on doit tous sortir à 17h20 précise, donc je m'en excuse davantage de devoir aller trop vite. Donc pour ces 1h05 qu'on a, heureusement qu'en fait, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais heureusement il y a un conférencier de moins, donc ça laisse du temps à nos collègues qui sont là. Donc chacun aura 15 minutes pour présenter et puis ça nous laissera 15 à 20 minutes pour des questions et réponses à la fin et des commentaires. Donc sur ce, je passe la parole à M. Cho Henry pour nous éclairer sur le microcrédit et l'autonomisation économique des femmes. Ok, merci bien Monsieur le Président des séances. Bonsoir à tous. Alors le thème sur lequel j'ai voulu réfléchir ce soir est l'effet du microcrédit sur la probabilité d'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Alors le microcrédit a été consacré comme une solution quasi miracle pour permettre aux femmes ou bien aux populations vulnérables d'être encore plus en plus autonomes. Alors le plan de communication que je propose est le suivant. D'abord, je vais présenter les motivations et la problématique. Ensuite, les questions et objectifs de recherche. Après, une brève revue de littérature. Après quoi, suivra la méthodologie, les résultats et la conclusion suivie de recommandations de politique économique. Alors, la motivation, en termes de motivation, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le chômage est beaucoup élevé. Environ
6,9% de la population au chômage. 52% des femmes sont susceptibles d'être au chômage par rapport aux hommes, ce qui est vraiment élevé. En termes de taux de pauvreté, le taux global est estimé à 46,3 et 47%, environ 48% des femmes sont pauvres. Au niveau de l'emploi, 2/3 des femmes qui travaillent occupent des emplois vulnérables. Et ces femmes-là sont fortement impliquées dans l'entrepreneuriat. Et donc, ces femmes-là travaillent à leur propre compte. Alors, ce sont les statistiques de 2015-2016 qui ont connu peut-être une légère modification au cours de ces dernières années. Mais pour autant, théoriquement, il est admis que la femme devient économiquement plus active lorsqu'elle reçoit un microcrédit. Et le microcrédit permet aux femmes d'exprimer leur potentialité. En fait, ça permet de les décomplexer. Mais on constate que l'accès au crédit demeure faible en Côte d'Ivoire. Et globalement, mais encore au niveau des femmes, l'accès au crédit est inférieur de 11 points de moins par rapport aux hommes. Alors, lorsque j'ai écouté quelques interventions ici, je me suis réjoui que les données suivent globalement une tendance assez mondiale, assez régionale. La question donc est de savoir quels sont les critères qui gouvernent pour l'obtention d'un microcrédit et quel est l'impact de l'accès au microcrédit sur l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Principalement, l'analyse porte sur l'impact de l'accès au microcrédit des femmes sur leur probabilité d'autonomisation. Spécifiquement, nous avons essayé d'abord d'exposer des déterminants d'accès au microcrédit des femmes. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que certaines femmes ont accès au microcrédit et d'autres n'ont pas accès. Et dans un second temps, évaluer la contribution du microcrédit à l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. On va juste essayer de comprendre, de cerner un peu le concept d'autonomisation. Alors, c'est un processus par lequel des individus ou des groupes d'individus vulnérables qui n'ont au départ pas ou peu de pouvoir s'affirment, se renforcent et deviennent capables de faire des choix qui affectent leur existence. Théoriquement, l'accès ou le microcrédit permet de faire quoi? D'accroître les revenus. Également, ça peut aider certaines femmes à faire quoi? À couvrir des charges, aider les hommes à couvrir ou à prendre en compte certaines dépenses du ménage. L'accès peut favoriser aussi la diffusion des droits des femmes et des enfants dans la communauté. Et enfin, permet de libérer leur potentialité et de les décomplexer. Alors parce que nous savons que dans nos sociétés, il y a un certain poids traditionnel qui a tendance à confiner la femme dans un rôle secondaire de s'occuper des tâches ménagères et autres. Au niveau empirique, il y a 3 effets. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Il y a certaines études qui ont conclu à un effet positif du microcrédit sur l'autonomisation des femmes. Certaines études concluent à des effets négatifs. Et d'autres travaux arrivent à la conclusion que le microcrédit n'a pas d'effet. En fait, l'effet est neutre. Et c'est cette ambiguïté-là qui nous a permis de pousser à essayer de vérifier cela au niveau de la Côte d'Ivoire, en fait. Est-ce que réellement le microcrédit peut apporter un effet, ou bien peut avoir un effet positif sur l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire? Alors, la méthodologie, bon, d'abord on va faire un modèle logique, n'est-ce pas, pour essayer d'estimer, pour créer le contrefactuel. Ensuite, un matching sur score de propension. Ensuite, on va calculer l'effet du traitement moyen et enfin faire des tests de vérification si le modèle est stable ou pas. Alors, au niveau des variables utilisées,
Alors la variable de traitement, c'est quoi? C'est l'accès ou non au microcrédit. Ensuite, il y a les variables d'appareillement, comme on le dit, l'appartenance à une association, le statut matrimonial, le milieu de résidence du bénéficiaire ou bien du requérant, l'âge du bénéficiaire et le niveau d'instruction. Et la variable de résultat d'un indice composite d'autonomisation, nous avons essayé de, puisque l'autonomisation est une variable qui a plusieurs dimensions, et donc nous avons essayé de créer un indice composite qui prend en compte les différentes dimensions. Alors, je vais juste aller directement sur les résultats. C'est un papier qui est en cours de finalisation. Donc, l'objectif ici, c'est de recueillir les avis et les suggestions dans le but de mieux finaliser le papier. Alors, les premiers résultats qui sont sortis, c'est que le microcrédit a eu un effet négatif. Ça n'a pas permis d'apporter un plus à l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Alors, ça confirme certaines études qui ont trouvé ces résultats. Mais pourquoi? Et c'est l'explication qui nous paraît intéressante. Alors, deux effets se dégagent, ou deux sources, deux explications. D'abord, c'est l'origine du microcrédit. On remarque quoi? Que les femmes ont reçu des microcrédits des particuliers. Contrairement aux structures classiques qui sont chargées d'octroyer des microcrédits. Alors pourquoi j'ai été réjoui encore d'entendre que les taux au niveau des structures de microcrédit étaient tellement élevés que les femmes, et il y a des conditions qui gouvernaient de sorte que les femmes n'avaient pas accès au microcrédit. Et donc, naturellement, ces femmes-là vont se tourner vers quoi? Des particuliers, des usuriers en général. Et vous savez comment est-ce que ces usuriers-là procèdent. Soit les taux varient aussi du simple au double au triple. Et cela entraîne un poids de remboursement et de surendettement de quoi? Des femmes. Et donc, elles n'arrivent pas à rembourser le crédit. Et donc, elles sont prises dans un cercle vicieux de crédit. Elles empruntent auprès d'autres usuriers pour pouvoir rembourser les microcrédits. Et donc, ça les confine encore dans une situation de précarité. Mais également, le second point qui a été mis en relation, c'est que les microcrédits qui ont été octroyés ont été faits selon, ou bien à l'endroit, en direction des femmes qui opèrent dans quoi? Dans le secteur informel. Alors, quand on sait que le secteur informel est un secteur qui est instable, et donc, certains microcrédits n'ont pas permis à ces femmes-là de pouvoir réaliser des chiffres d'affaires assez conséquents, pour pouvoir générer des bénéfices pour rembourser leur crédit. Et donc, ces femmes-là ont été surendettées et elles n'ont pas permis d'être autonomes. Donc, le bien qui était le microcrédit, qui était censé améliorer leurs conditions, s'est avéré négatif pour leurs conditions de vie. Alors, donc, comme conclusion, je l'ai dit tout à l'heure que le microcrédit a eu un impact négatif et significatif sur l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Les sources de financement de ces femmes étaient des particuliers, contrairement aux structures classiques dédiées. Et les crédits sont essentiellement orientés vers les secteurs informels. Alors, comme implication de politique économique, je pense qu'il faut redéfinir le champ d'action des structures classiques de microcrédit. Alors, parce que finalement, le microcrédit, son rôle, les structures classiques, les structures de microcrédit, leur rôle, c'est d'apporter des crédits pour le développement des activités des femmes qui n'ont pas accès aux structures classiques. Et si ces microcrédits, si ces structures-là se comportent en tant que banque classique et que les situations, les critères
d'octroi des crédits sont encore plus durs, plus sévères, alors ces femmes-là vont se tourner vers des particuliers. Donc il faut redéfinir le champ d'action de ces structures classiques-là. Il faut donc assouplir les conditions d'accès au microcrédit. Et enfin, finalement, il faut aider les femmes-là à sortir du secteur informel. Alors, les organiser à se formaliser de sorte à pouvoir s'en sortir. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Chaud, pour cette présentation. Je crois que c'est un thème très important, étant donné que ces dernières années, nous savons tous comment le microcrédit est mis de l'avant comme vraiment un outil d'autonomisation qui permet de donner l'accès aux finances, aux femmes, développer leurs activités et autres. Mais en même temps, il y a beaucoup de débats aussi sur la question, à savoir l'impact à long terme. Donc les éclairages que vous apportez de la Côte d'Ivoire vraiment contribuent à ce débat et surtout avec le résultat que vous obtenez qui démontre un impact négatif et les mécanismes par lesquels cet impact se lie. On aura l'occasion de revenir sur la présentation à la fin, donc maintenant je vais passer, je crois, à Mehdi. On a un peu changé l'ordre parce qu'on a eu un problème technique avec la deuxième présentation qui se fera plus tard. Donc la parole à Mehdi pour parler de l'insertion professionnelle des jeunes femmes, les déterminants de la qualité du travail dans les différents contextes en Afrique francophone. Alors bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Donc je m'appelle Mehdi Le Petit-Guérin, je suis doctorant à l'Université de Bordeaux, comme l'a bien présenté Bouba. Et je viens vous parler donc de ce sujet, intitulé Insertion professionnelle des jeunes femmes, les déterminants de la qualité du travail dans 5 pays d'Afrique francophone. Je vais rebondir sur des choses qu'on a pas mal évoquées aujourd'hui déjà, notamment sur l'informalité et différents problèmes qui touchent les femmes en particulier. Avant de commencer, je remercie très rapidement l'Université de Bordeaux que je représente, l'Université Mohamed V de Rabat, pour nous accueillir toutes et tous, l'Office franco-québécois pour la jeunesse de soutenir cette intervention et, non pas des moindres, l'Observatoire de la francophonie économique qui, après m'avoir fait découvrir Montréal, me fait aujourd'hui découvrir Rabat, donc un partenaire plein de surprises. En guise d'introduction, alors je vais éviter de redire des choses qu'on a beaucoup dit, mais je vais quand même les rappeler parce que pour moi c'est inévitable. Je suis démographe de formation, donc pour moi la transition démographique et le dividende démographique, ou ce qu'on a appelé aujourd'hui dans une autre session l'aubaine démographique, ce sont des éléments essentiels dans l'insertion des jeunes, et en particulier des jeunes femmes qui restent trop exclues de ces marchés du travail, et qui du coup ne rentrent pas ou pas assez dans ce qu'on attend du dividende démographique. En plus de l'insertion des jeunes tout court, ce qui anime beaucoup d'acteurs locaux et internationaux maintenant, c'est d'orienter les jeunes dans une insertion dite de qualité vers des emplois qu'ils vont pouvoir conserver. Et c'est quelque chose qui s'applique particulièrement aux femmes puisque c'est par l'insertion dans des emplois de qualité, des emplois durables, qu'on crée l'autonomisation et qu'on crée l'insertion durable. Donc à ce titre, je cite l'agenda pour le travail décent à l'horizon 2030, ratifié par les Nations Unies en 2015, mais c'en est un parmi tant d'autres. Une étude de l'Organisation internationale du travail, de l'OIT, publiée en 2016, donc quelque chose d'assez récent, s'intéresse à l'insertion professionnelle des jeunes femmes uniquement dans 32 pays émergents et en développement. Et le constat est assez clair, c'est que lorsque les jeunes femmes ne sont pas tout simplement exclues du marché du travail, ce qui est déjà un phénomène assez inquiétant, elles sont surexposées au travail dit de mauvaise qualité. Et ce, quelle que soit la définition qu'on lui donne, on a parlé d'informalité, mais il existe d'autres définitions du travail de mauvaise qualité. Donc un sujet qui touche directement les jeunes femmes. Et je viens donc, à partir de ces éléments-là, proposer à cette grande conférence ma modeste contribution sur le thème « Quelles caractéristiques individuelles pour quelle qualité de travail chez les jeunes femmes ?» et ce, dans 5 pays d'Afrique francophone. Alors j'avais prévu de faire court, donc je vais essayer de me tenir à ça, puisqu'on a des obligations. La méthodologie, très rapidement,
je vais discuter et vous présenter donc la probabilité pour des jeunes femmes qui travaillent. Donc je m'intéresse déjà à une population qui est schématiquement assez rare, hein, puisque je ne m'intéresse qu'aux femmes qui sont déjà en emploi, aux jeunes femmes qui sont déjà en emploi. Et parmi ces jeunes femmes, est-ce que des caractéristiques influencent leur probabilité d'être dans un emploi de qualité ou non? Pour ça, je vais donc mobiliser des régressions logistiques, mais j'ai prévu d'épargner à l'assistance des tableaux trop lourds et des indicateurs illisibles. Vous allez voir, j'ai essayé d'alléger ça, c'était ma mission aussi dans cette présentation. 2 définitions du travail de mauvaise qualité suivant les concepts de l'OIT, parce que les données que je vais utiliser, que je vais vous présenter juste après, me permettent de mobiliser ces concepts. Donc 2 définitions du travail de mauvaise qualité. D'une part, le travail dans le secteur informel, on en a déjà parlé, donc ça me rend service. J'en reparlerai si besoin lors des questions. Et deuxième définition, le travail dit vulnérable, qui est composé d'une part des travailleurs à leur propre compte, donc en fait des gens qu'on classe souvent comme les entrepreneurs, et des travailleurs familiaux non rémunérés. Donc une catégorie de travailleurs, les travailleurs vulnérables, surexposés à des conditions de travail souvent assez mauvaises. Donc une définition de la qualité qui, ici, tombait sous le sens, notamment dans le cas des jeunes femmes. Et pour essayer d'étudier cette variabilité dans la probabilité d'être dans un emploi de mauvaise qualité, j'utilise 5 caractéristiques individuelles, donc bien sûr il y en a plus, j'attendrai sans doute dans les questions et les suggestions pourquoi pas ci, pourquoi pas ça, je répondrai avec plaisir. 5 caractéristiques ici pour ce travail: l'âge, donc de 15 à 29 ans, le milieu de vie urbain ou rural, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui joue fortement, la parentalité, c'est-à-dire avoir un enfant ou ne pas en avoir, le niveau scolaire individuel de la femme, donc soit inférieur au primaire, soit de niveau primaire, soit de niveau secondaire ou supérieur, et enfin le niveau scolaire parental, lui aussi selon ces 3 modalités. Les données, donc très rapidement, elles sont issues d'enquêtes d'un programme de l'OIT sur l'insertion des jeunes, et notamment sur la transition de ces jeunes de l'école à la vie active, donc vraiment leur processus d'insertion dès le début de cette démarche, en fait. Puisque certaines études ont montré que c'est cet engagement initial qui joue un rôle durable sur l'avenir de ces jeunes. Et donc, encore une fois, j'essaie d'insister là-dessus, sur l'autonomisation des jeunes et des jeunes femmes. Donc, des enquêtes de l'OIT menées entre 2012 et 2015 sur plus de 30 pays en développement. Et donc, pour cette étude, j'ai mobilisé les données que j'avais sur les pays d'Afrique francophone, qui sont ici la Tunisie, le Liban, le Bénin, le Togo et Madagascar, avec au final plus de 3000 femmes actives de 15 à 29 ans, dont j'ai pu conserver les caractéristiques dans ces pays. Alors, dans le vif du sujet, directement, premier élément de travail, avant de parler de la probabilité d'exposition au travail vulnérable de ces jeunes femmes, d'abord une répartition, simplement en vert foncé, la part des jeunes femmes qui sont actives dans l'emploi vulnérable, et en vert clair dans l'emploi non vulnérable. Donc tout de suite, entre ces 5 pays, 2 blocs assez distinctifs, le Liban, la Tunisie d'un côté, avec une femme sur 5 à peu près, une jeune femme sur 5 qui est active dans l'emploi vulnérable. Alors certes, en contraste avec le Bénin, Madagascar et Togo, on est sur quelque chose qui semble avantageux. Une femme sur 5, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc on va rester sur un constat qui est le même que celui de l'OIT, c'est-à-dire de dire que les jeunes femmes sont exposées de manière sérieuse à l'emploi vulnérable, mais y compris et surtout dans les pays visiblement d'Afrique francophone subsaharienne. Donc des différences entre contextes au niveau de l'emploi vulnérable. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'effet des caractéristiques que j'ai testées sur la probabilité d'être en emploi vulnérable, finalement assez peu de différence entre contextes. Je vais développer ça. D'abord, comment lire le tableau? C'est très simple. Là où un signe plus ou un signe moins est présenté, c'est un effet sur la probabilité, c'est un effet significatif, donc toutes les cellules vides sont des effets non significatifs. Ici, c'était juste pour alléger le tableau. Dans la publication, vous trouverez tous les détails, si besoin.
Et donc, comment interpréter plus ou moins? Un plus est une situation défavorable, puisque c'est une caractéristique qui va augmenter la probabilité pour ces jeunes femmes d'être dans l'emploi vulnérable, et à l'inverse, un signe moins, quelque chose de positif. Le premier constat, il y a beaucoup plus de signes plus que de signes moins, c'est un mauvais signe. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Déjà, on va regarder par ligne, la ligne de l'âge. Donc, est-ce que l'âge de 15 à 29 ans semble permettre aux jeunes femmes de sortir de l'emploi vulnérable? Finalement, non. À Madagascar, l'effet est significatif, mais il est d'une intensité quasiment négligeable. Donc l'âge, visiblement, non. De 15 à 29 ans, ça ne suffit pas. Ensuite, j'attire votre attention sur le bas du tableau, avant de parler du reste. Le bas du tableau, donc les 4 dernières lignes, ce sont toutes les modalités de réponse, toutes les caractéristiques individuelles liées au niveau scolaire. Finalement, pour l'exposition au travail vulnérable, on n'a pas de tendance générale entre les pays, quelques significativités dans certains pays, mais pas de tendance générale. Donc visiblement, face au risque de travail vulnérable, la scolarité n'apparaît pas comme une protection très prononcée, en tout cas pour ces jeunes femmes. Et enfin, les 2 dernières lignes que j'ai gardées, donc le fait pour une jeune femme de vivre en milieu rural, le fait pour une jeune femme d'avoir un ou des enfants, toutes choses égales par ailleurs, sont des éléments significatifs quasiment dans tous les contextes, et les effets sont très forts, de surexposition au travail qu'on désigne vulnérable. Donc, à partir de ces éléments-là, je reviendrai tout à l'heure en conclusion, on voit tout de suite que la scolarisation est quelque chose qu'on avance, mais selon la définition de la qualité du travail qu'on emploie, la scolarisation prend un rôle plus ou moins important dans la protection qu'elle peut apporter. Ensuite, donc après le travail vulnérable, je m'intéresse aux jeunes femmes qui sont exposées au secteur informel, au danger du secteur informel. Et même exercice intellectuel, donc d'abord la répartition. Là encore, les jeunes femmes sont exposées de manière sensible au secteur informel, on l'a vu, on l'a dit plusieurs fois, mais je pense qu'ici, il faut faire parler ce qu'on a là. Donc au moins une femme sur 5, une femme sur 4, une femme sur 3, voire au Liban, en Tunisie, dans le secteur informel, jeunes femmes. Et au Bénin, Madagascar, on est à plus de 90%, donc là on est dans le fait que le secteur informel, en fait, pour ces jeunes femmes, c'est la norme, ça n'est plus l'exception. Et finalement, au Togo, même tendance. Donc encore les 2 blocs qui s'affrontent en termes de tendance, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, sans que le phénomène ne soit négligeable nulle part. Et finalement, donc le second tableau, qui contraste avec le premier, alors j'attire moins votre attention sur le haut du tableau, où en fait il n'y a pas beaucoup de différence, donc l'âge reste assez négligeable dans ce phénomène. Parfait, merci. Le milieu rural et la parentalité restent significatifs et importants, donc face au risque du secteur informel, ce sont des éléments à considérer, mais plus intéressant, ici, on a changé donc de définition sur la qualité du travail, on est passé sur la qualité du travail par le secteur informel, par la formalisation. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le niveau scolaire individuel, notamment quand il est de niveau secondaire ou supérieur, est significatif presque partout. En fait, il est significatif en Tunisie aussi, le signe n'est pas là puisque c'était au seuil de 10%, mais pour rester cohérent, donc je ne l'ai pas mis. Il est significatif dans tous les contextes nationaux. Et donc, ici, à partir de cet élément, je rebondis sur quelque chose qu'on a dit à la session précédente. Face au secteur informel, la scolarité, elle, notamment quand elle est de niveau secondaire ou supérieur, reste une protection pour ces jeunes femmes. Mais du coup, est-ce qu'elle est suffisante? C'est la question qu'on vient questionner à la fin de ce travail. Avec ça, donc, bon, il reste quelques minutes, mais visiblement je suis dans les temps. Qu'est-ce qu'on peut dire des facteurs d'exposition à la vulnérabilité et à l'informalité du travail pour ces jeunes femmes de ces 5 pays d'Afrique francophone? Dans un premier temps, l'accès au travail de qualité semble être un défi que la scolarisation seule ne peut relever. Il reste des obstacles, on en a parlé, hein, culturels, institutionnels, financiers, qui continuent de maintenir ces jeunes femmes dans des situations en fait non durables, temporaires, précaires, et qui du coup impactent leur autonomisation et finalement l'économie tout entière. Donc l'accès au travail de qualité, pas seulement grâce à la scolarisation. Ensuite, second point, à chaque définition de la qualité du travail, c'est facteur privilégié. Il faut garder à l'esprit que
et je suis sûr que ça a émergé dans vos esprits et c'est très justifié. Définir la qualité du travail, c'est contextuel, multidimensionnel, on veut que ce soit universel. En fait, c'est jamais parfait, bien sûr, c'est le principe de la recherche pour avancer. Donc à chaque définition, on va identifier des protections ou des facteurs. Il faut garder à l'esprit qu'ici, je n'en ai traité que 2, il y en existe beaucoup d'autres. Donc je vous encourage à formuler toutes vos remarques là-dessus, tout à l'heure dans les questions. Et enfin, des facteurs récurrents, malgré des contextes différents, c'est-à-dire que malgré le fait que, par exemple, les jeunes femmes soient exposées de manière différente, entre le Liban, la Tunisie d'un côté, et les 3 autres pays qu'on avait, elles étaient exposées de manière différente à ces risques-là. Finalement, dans les facteurs que j'ai analysés là, les seuls qui ressortent significatifs à peu près partout, ce sont les mêmes. Donc quelque chose qui en fait vient peut-être à dépasser des contextes nationaux et plutôt peut-être des éléments contextuels et culturels. Limites et perspectives, donc il y en a beaucoup, puisqu'en fait les limites et les perspectives c'est souvent la même chose dans la recherche. Les caractéristiques individuelles sont à enrichir, et je vous suis là-dessus bien sûr, avec plaisir. Et enfin, la qualité du travail est une notion donc aussi universelle que multidimensionnelle, que nous aurons tous et toutes à cœur d'enrichir, je l'espère. Je vous remercie de votre écoute. Merci Mehdi pour ces éclairages sur l'importance de prendre en compte différents contextes et la diversité ou l'hétérogénéité des femmes. Ça, c'est un point que hier un des panélistes aussi a apporté, en l'occurrence mon collègue Faubert qui est ici, qui insistait aussi sur le fait que dans les efforts sur l'autonomisation économique des femmes, c'est important de prendre en compte, de comprendre que les femmes ne constituent pas un groupe homogène. Les femmes, c'est un groupe hétérogène avec différentes caractéristiques et qui font face à des contraintes différentes et des situations différentes selon les contextes. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir là ici une étude microéconométrique qui quantifie vraiment l'impact de ces différentes variables sur la qualité de l'emploi détenu par les femmes. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont trouvé la présentation très intéressante comme moi et on aura l'occasion d'en revenir à la fin de la séance. Donc maintenant, on va passer à la deuxième présentation qui est sur le programme, dont le titre est « Libérer le potentiel entrepreneurial des femmes en RD, en République démocratique du Congo, particulièrement dans le domaine de la science » par Blanca Léo, présidente Association Femmes Ingénieurs, Femmes Intégrées. Merci. Bonsoir, je suis Blanca Léo, comme je viens de le dire tout à l'heure. Je suis ravie et honorée des temps de la parole devant vous pour échanger avec vous sur les thèmes libérer l'entrepreneuriat des femmes en République démocratique du Congo, particulièrement dans le domaine des sciences. Particulièrement dans le domaine des sciences parce que moi-même je suis ingénieur civil, j'ai fait les constructions, c'est pourquoi j'ai voulu mettre un accent sur les domaines des sciences. Pour aborder cette thématique avec vous, j'ai prévu 9 chapitres que vous voyez là. On va d'abord parler de l'introduction, il viendra ensuite les états des lieux, et puis la problématique, les constats et les conséquences, viendront les causes et les solutions, et puis les actions concrètes, ensuite les perspectives, et enfin la conclusion. Donc je vais commencer par introduire. C'est que on a constaté que dans mon pays, à partir des années 1960, il y a eu une entrée en masse des femmes dans l'activité entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que elles étaient butées au chômage, il y a eu des guerres, et il y a eu plusieurs causes, qui ont poussé les femmes à embrasser l'activité entrepreneuriale. Elles étaient surreprésentées surtout dans la création des entreprises de petite taille, et elles étaient plus nombreuses dans les secteurs du commerce. Et après ces constats, par rapport à ces constats, nous avons constaté qu'elles étaient plus dans le commerce, mais pas dans les activités comme l'ingénierie, pas dans le domaine des sciences, en fait.
Bon, pour aborder cela, nous avons voulu, pour mieux comprendre ces problématiques, nous avons fait un état des lieux sur les deux piliers essentiels de l'activité entrepreneuriale, qui sont l'éducation et les contours, au fait, l'environnement dans lequel elles évoluent. Par rapport à l'état des lieux sur l'éducation des filles en République démocratique du Congo, nous avons commencé par les niveaux d'instruction, leur présence dans les niveaux secondaires, humanitaires et universitaires. Donc nous avons constaté qu'au fur et à mesure que les femmes passaient du niveau inférieur au niveau supérieur, elles étaient moins présentes dans l'éducation. Il s'ensuit leur présence, je ne sais pas, excusez-moi, je vais prendre ma tablette, je ne sais pas très bien lire. Je vais continuer. Par rapport à la proportion de filles dans les matières scientifiques, on a constaté qu'il y a, entre 1992 et 1994, il y avait eu une amélioration. Donc les filles s'inscrivaient quand même dans les filières scientifiques. Mais entre 1995 et 2006, il y a eu une très grande perte de vitesse et il y a eu une légère reprise entre 2007 et 2012. Par rapport au choix de matières d'avenir par les filles, ça c'est surtout les filles qui sont déjà inscrites dans des filières scientifiques, on a constaté qu'elles étaient beaucoup plus attirées par la médecine par la suite, mais que plutôt par l'ingénierie. Elles ne sont pas très attirées par l'ingénierie. Ça c'est ce qui concerne l'état des lieux par rapport à l'éducation des filles. On passe à l'état des lieux sur l'environnement professionnel dans lequel évoluent les femmes en général et les femmes ingénieures en particulier. Par rapport à la participation de femmes dans quelques professions, on constate qu'elles sont beaucoup plus dans l'agriculture et dans les commerces. Et on passe à l'état des lieux sur l'entrepreneuriat des femmes en général et des femmes ingénieures en particulier. Par rapport à cela, elles sont largement majoritaires dans les secteurs primaires. Elles possèdent le plus d'entreprises employant moins de 5 personnes. Et par rapport à celles qui arrivent à devenir entrepreneurs, elles ont beaucoup plus un niveau, elles sont beaucoup plus universitaires ou elles ont un niveau du secondaire. Et parfois pas de formation aussi. Donc quelles sont les difficultés que rencontrent ces femmes, celles qui sont dans les secteurs formels? Elles rencontrent des difficultés liées au fait que la majorité des entreprises en face œuvrent dans l'informel. Et on a essayé de voir quels sont les motifs qui font que ces femmes ne demandent pas des prêts, qu'elles n'aient pas besoin de prêts. C'est qu'elles disent qu'elles n'ont pas simplement besoin de prêts. Certains disent, majoritairement, elles disent qu'elles n'ont pas besoin de prêts. Mais après, certains disent que la procédure est trop complexe et d'autres, le taux d'intérêt est trop élevé. Donc, ces éléments, je les ai prises parce que ce sont des éléments disponibles. On aurait bien voulu ajouter des données pour mieux comprendre la problématique, mais il y a un problème de données par rapport à cette matière-là. Et on a essayé de comprendre la problématique. Les constats, c'est que par rapport à l'éducation, je ne veux pas me répéter parce que quand je parlais de l'état des lieux, j'ai essayé de démontrer que par rapport à l'éducation, au fur et à mesure qu'on montait, qu'on passe des niveaux inférieurs au niveau supérieur d'enseignement, les garçons sont scolarisés en priorité. Et par rapport aux matières et carrières scientifiques, les filles embrassent moins les carrières scientifiques et il n'y a presque pas de femmes qui possèdent d'entreprises en ingénierie. Donc elles sont presque quasi inexistantes. Si déjà elles n'embrassent pas ces domaines, et pour l'entrepreneuriat, il n'existe presque pas. Moi-même, je suis entrepreneur aussi, j'allais ajouter. Donc j'ai vu un peu au quotidien, je n'ai jamais eu
ami ou une autre entreprise dirigée par une femme. Je n'ai jamais vu. Bon, je ne sais pas, mais du moins, ça n'existe pas. Par rapport au niveau des formations et des contraintes rencontrées, on a vu qu'il y avait prévalence des diplômés du secondaire comme chef d'entreprise, et par rapport à la volonté d'accéder aux prêts, on a vu que la majorité n'avait pas besoin des prêts. Les domaines d'activité, ça j'ai expliqué. Et par rapport aux textes légaux, ça je n'en avais pas parlé. On verra que pendant longtemps, dans mon pays, les codes de la famille a interdit aux femmes mariées de signer un contrat, de faire enregistrer une entreprise, d'ouvrir un compte bancaire ou même d'obtenir un prêt sans l'autorisation de leurs époux. Vous voyez, bon, on parle d'autonomisation de femmes, mais c'est seulement en juin 2016, à l'issue des réformes, que sa version révisée a été votée par les parlements. C'est vrai, difficile d'application. Et on voit de manière générale, je dirais, que du point de vue de mon expérience, toutes les entreprises, que ce soit des entreprises dirigées par des hommes comme des entreprises dirigées par des femmes, nous faisons face au même type de problème. Donc les crédits dans mon pays, il est rare. Ce n'est pas seulement pour les femmes, même pour les hommes. Et cher, parce que le secteur bancaire est sous-développé. On a beaucoup plus des banques commerciales plutôt que des banques d'investissement. Donc il n'y a pas à se plaindre que pour les femmes, les problèmes existent aussi pour les hommes. Et de manière particulière, ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport aux femmes, s'il faut faire un constat particulier, je dirais que il y a une réglementation inadaptée. Vous avez vu avec la loi. Et puis il y a des préjugés sociaux, il y a des lourdes responsabilités familiales, il y a des niveaux d'instruction. Les niveaux d'instruction est faible, nous venons de le voir. Et puis elles peinent à obtenir des financements. Et tout ceci est lié à comme conséquence les mariages précoces, la faible conscience de l'importance de l'éducation des filles de la part de familles. Donc les garçons sont parfois priorisés par rapport aux filles pour lancer l'éducation. Et cela dissuade les filles à envisager l'instruction, à aspirer à une profession. Et ceci a comme corollaire une disparition de la motivation de la part des femmes et une sous-estimation de leurs aptitudes et même la limitation ou l'étouffement de leur potentiel. D'où cela comme impact par rapport au choix, c'est que les familles ont une influence aussi sur le choix des carrières ou de l'orientation des filles. Les enseignants, les médias, ils ont une influence. Et comme il y a le poids culturel a une influence, cela continue d'influencer, même de façon inconsciente, ce qui influence aussi les enfants à faire des choix sur une orientation quelconque. Et dans la vie professionnelle, le peu de filles qui ont pu traverser cette restriction rencontrent encore les mêmes pesanteurs culturelles. Elles sont rattrapées par le fait que leurs potentiels sont parfois, leurs connaissances acquises ne sont pas reconnues, au même titre que les hommes. Même s'ils sont issus de la même école, parfois on se pose des questions, mais est-ce qu'elles valent la peine? Est-ce qu'elles seront compétentes? Il y a plein de questions autour. Donc les découragements vous suivent jusqu'au niveau professionnel. La cause, c'est comme je disais tout à l'heure, les pesanteurs culturels qui a fait une scission de la société en deux, en affectant de façon unilatérale de rôle aux femmes comme aux hommes, en considérant que la femme est beaucoup plus, tourne beaucoup plus autour des travaux ménagers et que l'homme, lui, il doit s'occuper des travaux beaucoup plus jugés intelligents et autres, physiquement ou intellectuellement. Donc c'est un peu ça. Les solutions, je crois que tout tourne autour de la reconnaissance et du respect des droits fondamentaux de la femme. On peut beau dire que oui, l'autonomisation des femmes et tout, voilà, et tant qu'on ne reconnaîtra pas et on ne respectera pas les droits fondamentaux des femmes, je crois qu'il sera toujours difficile de laisser celle-ci s'exprimer librement. Et tant qu'elle ne sera pas en mesure de s'exprimer librement, elle ne pourra pas développer son potentiel. Donc,
Pour ce faire, nous avons pensé qu'il est nécessaire qu'il y ait une révolution mentale d'abord, c'est-à-dire déconstruire les stéréotypes, faire évoluer les mentalités. Parce que ces mêmes personnes, ce sont les personnes qui vont décider demain. Donc s'ils ont la même mentalité, leurs décisions ne seront basées que sur ce qu'ils pensent. Tant qu'ils n'auront pas évolué mentalement, ça continuera, ça persistera. Et une révolution éducationnelle, c'est-à-dire encourager aussi les parents à envoyer, expliquer un peu la nécessité de l'éducation pour les hommes comme pour les femmes, et juridique avec les lois, la réglementation. Tout à l'heure, on voulait dire que j'étais présidente d'une association, Association des femmes ingénieurs. Donc, nous avons opté pour la création de cette association. C'est pour regrouper les femmes ingénieurs, afin de promouvoir l'équité, la méritocratie et même l'ingénierie. Ceci pour déconstruire les stéréotypes sur les femmes, inciter les filles à suivre les filières scientifiques, sensibiliser pour transformer les mentalités durablement, faciliter les partages des informations et opportunités et favoriser le développement des femmes ingénieurs. Des actions, ça c'est la vision, c'est la vision de l'association, c'est l'intégration harmonieuse de la femme en général et ingénieurs en particulier dans les activités de développement de la nation congolaise. Les actions concrètes. La stratégie, on a deux stratégies. Il y a la stratégie préventive qui appelle à sensibiliser dès la base, c'est-à-dire à sensibiliser les familles à éviter des stéréotypes dès les bas âges, donc dès que l'enfant arrive. Là on voit les familles, c'est-à-dire les papas comme la maman. Je donnerai un petit exemple qui pourrait illustrer ça. Par exemple, au lieu d'acheter toujours des poupées à nos enfants filles, on peut opter pour l'achat de voitures, d'autres trucs. Parce que déjà, en les achetant de poupées, on les transmet indirectement un message. Donc, c'est des petits cas comme ça. Et la stratégie préventive, la stratégie curative, elle vient accompagner et assister la fille par la sensibilisation, évidemment la société aussi. Donc, je vais vite passer parce que je n'ai plus assez de temps. Tout ça, nos perspectives sont l'évolution des mentalités de tous, l'amélioration de la compréhension et de l'importance des sciences et de l'ingénierie par la communauté en général et les filles en particulier, parce que l'humanité a besoin de tous les potentiels, que ce soit des femmes et des hommes pour faire avancer, on connaît tous l'importance de l'ingénierie pour nos sociétés. Donc on voudrait bien que les femmes participent aussi dans ces domaines-là. Et enfin, après l'augmentation de la participation des femmes dans les filières d'ingénierie, et enfin l'amélioration du traitement équitable entre les deux genres, basé essentiellement sur le mérite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Blanca, de mettre sur la table la question des normes sociales dans les questions d'autonomisation économique des femmes. Je crois que dans une session qui parle d'autonomisation économique des femmes, si on ne parle pas des normes et des constructions sociales qui préviennent les femmes à participer dans certains types d'activités ou de métiers, il manquera quelque chose. Donc je crois qu'on a eu une séance très riche avec le microcrédit, les facteurs contextuels affectant la qualité de l'emploi, et puis maintenant les facteurs relevant plus des différentes contraintes liées aux normes et stéréotypes concernant la participation économique des femmes. Donc je vais maintenant vous passer la parole. Si vous avez des questions et réponses, on a à peu près 15 minutes pour les aborder. Ce que je vais faire, je vais prendre 2-3 questions, après on va faire un deuxième round.
m'appelle Adil Abri, je suis doctorant en démographie à l'Université de Bordeaux. J'ai une question de M. Béranger, donc je ne sais pas si je dois prononcer votre nom. Donc, je lui excuse au cas où, parce que toujours j'ai pas avec les noms. Juste en fait pour l'effet de la micro. Juste pour l'effet de le microcrédit sur l'autonomisation des femmes, je voulais savoir est-ce que c'est pas à cause de taux d'intérêt, parce que j'ai participé modestement dans une enquête, ça relève il y a 9 ans à Agadir, bon, enfin de la campagne, pas même la ville, du Maroc, et on voit que le taux d'intérêt il est entre 25 et 33%. Donc de plus, les mensualités, c'est pas une mensualité, c'était tous les 10 jours ou toutes les semaines il faut payer ou tous les 15 jours. Est-ce que ça limite en fait l'autonomisation des femmes dans votre cas au Côte d'Ivoire? C'était ma question. On va collecter 2-3 questions. Vous présentez les affiliations. Bonsoir, je suis Saladin Igaman, professeur de sociologie à la faculté des lettres et des sciences humaines de Fès. J'ai une petite question concernant l'étude de faisabilité. Donc, est-ce que, avant de donner des crédits, des microcrédits, est-ce qu'il y avait des études de faisabilité? Parce que ça va être plus clair que ces femmes-là ne vont pas pouvoir rembourser par la suite. Une deuxième question, si vous me permettez, concernant la méthodologie, parce que vous parlez de l'Afrique francophone, alors que vous évoquez le Liban. Vous avez pris le Liban alors que n'était pas parmi les pays africains. Donc voilà. Donc ça c'est voilà, donc il y a des Libanais en Afrique et des. Voilà. Troisième question concernant, donc juste une remarque, pourquoi ne pas faire apprendre, ou bien pourquoi ne pas acheter des poupées pour les garçons? Parce que vous voulez acheter des voitures pour les filles, donc c'est comme si on va s'approcher plus, donc assimiler plus les filles aux garçons que les garçons. C'est déjà là, donc une sorte de discrimination déjà. Merci beaucoup. Vous pouvez passer là. Oui, merci. Khadija Louridi, enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca. Alors, ma première question est pour Henri. Vous me permettez d'utiliser vos prénoms parce que je n'ai pas retenu le nom. Donc, ma question concerne les conditions d'accès. Je suis restée sur ma faim sur ce point-là parce que c'est vrai que c'est un constat terrible de voir que la source du microcrédit vient du particulier et ça va vers l'informel. Donc, quelles sont ces conditions qui sont impossibles qui rendent l'accès au microcrédit impossible pour ces femmes? Pour notre ami Mehdi, moi je n'ai pas retenu la pertinence du choix des pays. Pour quelles raisons ces pays en particulier? Okay. Et une remarque tout juste parce que j'ai fait un travail assez modeste mais très intéressant sur la question du genre. Donc la division sexuelle du travail, ça on connaît tous, c'est partout, c'est le machisme de façon générale, mais il est moins perçu dans certains pays qui ont assez progressé en fait sur le plan de la mentalité et de la culture. Donc ce que je voulais dire, c'est que comme c'est un travail de longue haleine déjà, pour déconstruire et reconstruire, ça prend des décennies, c'est des générations. Et donc peut-être que démultiplier cette expérience, elle est magnifique, d'associations de femmes ingénieures qui sensibilisent, qui forment, qui encadrent. Et puis si ça se démultiplie dans l'environnement, dans le paysage du Congo, ça va peut-être devenir familier, ça va normaliser les choses. C'est juste une remarque. Merci. Merci. Je vais prendre une quatrième dernière, après on va faire un deuxième round. Flaubert. Merci. Je suis Flaubert Nico, je suis spécialiste principal du programme au CRDI. Je suis basé à Dakar. Ma question va à l'intention de Mehdi. J'ai un problème avec ton cadre conceptuel. Bon, j'espère que ma contribution va aider à améliorer parce que j'ai pu comprendre que c'est un travail en développement. Ouais, okay. Le problème que j'ai, c'est celui-ci. Dans l'explication des raisons pour lesquelles les femmes se retrouvent dans des situations d'emploi, on va dire finalement indécents, ton cadre d'analyse se concentre
sur des facteurs qui tiennent à la femme elle-même. Son niveau d'éducation, le nombre d'enfants, son lieu de résidence. Donc implicitement, c'est comme si on part sur l'hypothèse que c'est sa faute. Non, j'arrive. Non, attends. Donne-moi une minute, je vais élaborer. Si tu regardes les déterminants que tu considères, à aucun moment, par exemple, le cadre légal ne ressort. Le niveau de développement, moi, je ne le vois pas. Pourtant, je penserais que si tu prends une femme dans la même tranche d'âge, mettons au Sénégal, et puis en France, étant donné les opportunités auxquelles elles sont exposées, la probabilité que l'une se retrouve en situation de travail indécent versus l'autre en situation de travail indécent ne sera pas la même. Même si elles ont les mêmes caractéristiques individuelles au niveau d'éducation, nombre d'enfants, ça c'est un. Et puis deux, en termes de cadre analytique, je prends l'exemple nombre d'enfants. Est-ce que c'est parce qu'elle a 5 enfants qu'elle se retrouve dans une situation de travail indécent, ou c'est parce qu'elle est en situation de travail indécent qu'elle a 5 enfants? Tu vois que ton cadre ne permet pas de le dire. Non, mais je l'ai pas dit. D'où l'importance de s'assurer qu'on a un cadre robuste avant de pouvoir tirer des conclusions. Je pense que c'est important. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un ensemble de 4-5 questions très intéressantes. Ce que je vais faire, je vais vous passer la parole et chacun de vous, s'il vous plaît, soyez très précis dans vos réponses. 2 minutes par intervenant pour qu'on puisse prendre une ou 2 autres questions avant de nous séparer. Okay, merci bien. Alors, concernant l'étude de faisabilité et les conditions d'accès au microcrédit, alors je vais regrouper les 2 questions en même temps. Alors, c'est une base de ENV, la base enquête niveau de vie. Alors donc, c'est un travail en développement. Nous n'avons pas regardé du côté des conditions, n'est-ce pas, qui gouvernent pour l'octroi du microcrédit. Nous avons simplement regardé l'autre côté, qui est l'effet du microcrédit. Mais en général, on sait que pour avoir le microcrédit, il faut avoir une garantie, il faut déposer une garantie. Il faut justifier vraiment d'un projet économiquement viable pour pouvoir octroyer, pour pouvoir bénéficier d'un microcrédit. Est-ce que les études de faisabilité ont été déjà réalisées avant? Ça, je ne saurais vous le dire avec précision, puisque ce n'est pas une base dédiée au microcrédit. Concernant le taux d'intérêt, oui, le taux d'intérêt peut être un élément explicatif, et je pense que dans le développement, nous allons essayer de regarder pourquoi est-ce que ce taux d'intérêt-là affecte vraiment négativement l'effet du microcrédit. Merci beaucoup d'être aussi précis. J'espère que vous avez une niveau de précision. Merci pour vos remarques. Je commence par acheter des poupées aussi aux garçons. Au fait, l'idée, c'est d'éviter de scinder, d'attribuer des rôles prédéfinis à chaque genre. Donc, s'il faut acheter des poupées aux garçons, ça sera d'ailleurs plus intéressant. Donc, prochainement, je verrai à dire acheter plutôt des poupées aux garçons et des voitures. Les 2 exemples, j'ajouterai ça pour une meilleure compréhension. Merci, madame. Donc, bouger les lignes, c'est pas évident. Les changements n'ont jamais été évidents dans une société, mais ça vaut la peine de commencer. Parce que hier, les femmes n'allaient pas à l'école. Si j'étais en 1920, je ne serais pas allée à l'école. Mais aujourd'hui, j'y vais parce qu'il y a eu des femmes qui se sont levées et des hommes qui aussi se sont levés, qui ont compris la chose et les choses ont changé. Donc on va commencer et les autres continueront. Merci. Donc, à mon tour de répondre de mes actes, visiblement. Alors, directement,
Pourquoi le Liban? Je vais m'en sortir très facilement, hein, je vais vous décevoir. Simplement, dans l'appel à communication, une liste de pays intéressants, la conférence aujourd'hui a été distribuée. Et à partir des bases de données dont j'ai parlé, donc des 32 pays qui étaient enquêtés, j'ai simplement pris les pays qui correspondaient à cette liste pour proposer quelque chose qui correspondait avec ce dont je voulais parler aujourd'hui. Pour 5 pays d'Afrique francophone. Parce que là, dans la liste des pays pour cette conférence, le Liban était inclus. Ouais, tu dis pays francophones. Donc, je vous ai dit, je vais m'en sortir d'une manière assez sournoise, hein, je vous ai prévenu. Pays francophones. Alors, la pertinence, je pense que... Donc si je peux entendre que le choix des pays convienne pas, mais en fait, comme ce matin, on a eu aussi ce genre de remarques sur, en fait, à quel moment on fait un choix dans le travail qu'on va présenter et comment le justifier. Je suis d'accord que sur la cohérence de ces 5 pays, je peux vous rejoindre assez facilement et dire que bien sûr c'est insuffisant, ou peut-être avoir pris un seul pays aurait pu servir mon propos, puisque finalement je ne me serais pas exposé à ce genre de remarques. Donc non, finalement je vais juste essayer de répondre en disant que c'était un choix de ma part et que si ça pose un problème, pour moi c'est un enseignement. Je tiens à vous rappeler que je suis de mon humble posture en formation et que du coup je vais profiter de cette remarque. Donc moi-même en faisant tout ça, je vois bien que tirer des conclusions générales, et je vais y revenir pendant la question, c'est compliqué puisque j'ai des contextes très différents. Mais bon, voilà, c'était un exercice à tenter, je l'ai tenté, et si j'échoue, eh bien, je recommencerai d'une autre manière. Est-ce que vous avez les mêmes données pour d'autres pays? Alors voilà, l'autre limite, et ça en vient, en fait, j'en viens à répondre à votre question, à vos questions. Pourquoi ces pays et pourquoi ces enquêtes? Parce que pour pouvoir comparer les pays avec des modèles de régression qui ont la même forme, j'avais besoin d'avoir des données uniformisées. Il faut savoir que les bases que je vous ai présentées là, je travaille dessus à uniformiser, à nettoyer depuis près de 4 ans, seul dans mon coin sans financement. Et en fait, la force de ces données uniformisées, c'est qu'après, je peux les mobiliser dans ma thèse, dans un modèle multiniveau avec des variables contextuelles, donc des variables contextuelles familiales, environnementales, nationales, etc. Donc, pour répondre à votre question, j'ignore pas ces variables-là. Seulement, pour déjà le format ici, je pense que c'était largement inadapté, et présenter des résultats pour lesquels je n'ai pas suffisamment de recul, c'était pour le coup un danger assez compliqué à prendre pour moi ici. Et enfin, le nombre d'enfants, en fait, bon, c'est un exemple, j'ai bien compris que c'était un exemple. En fait, la question derrière, c'est la différence entre la corrélation entre certains phénomènes et la causalité. Bien sûr, savoir qu'est-ce qui survient en premier, est-ce que c'est l'exclusion ou est-ce que ce sont ces vecteurs-là? C'est finalement le cœur du sujet, on est bien d'accord. Mais c'est bien sûr ce qui demande les enquêtes les plus fines, puisqu'on veut quelque chose de rétrospectif, et particulièrement dans ces pays-là, avoir quelque chose de rétrospectif et de fiable, c'est quelque chose de très rare. Donc, merci pour vos remarques. Je n'accuse pas trop le coup. J'espère que je ne vous ai pas tant déçu que ça. Tu t'es enrichi. Merci, Mehdi. On a le temps juste pour 2 questions. Je vais prendre la question de monsieur au milieu. Depuis et puis longtemps, je le fais comme dernier, ça. monsieur Depuis le derrière. premier tour, je fais comme ça. Ouais. Après, ça sera vous et madame. Ça ne marche pas? Oui, là ça va bien. Ah, en fait, une remarque pour la présentation sur la Côte d'Ivoire, je ne m'avancerai pas sur votre nom. Bon, vous tirez un petit peu une conclusion sur le microcrédit et on voit un petit peu dans l'éventail vos possibilités de microcrédit que vous avez le particulier, donc les usuriers, et ça va juste à l'autre extrême, qui sont les coopératives financières qui appartiennent à leurs membres. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent, d'autant plus que l'essentiel des femmes que vous avez enquêtées ont fait face plus à des usuriers.
Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le microcrédit. C'est très important d'apporter un petit peu d'éclairage sur la réalité de ces institutions-là et de contextualiser. Parce que lorsqu'on parle de taux d'intérêt de 20, 30 et en Afrique australe, c'est même 50%, on est dans des pays où le taux d'inflation est de 40%. Donc, ce n'est pas une faillite du microcrédit qu'une faillite du système économique. Le coût d'approvisionnement de ces institutions-là en crédit ne provient pas des banques centrales. Ils n'ont pas le droit d'accéder directement aux banques centrales, d'ailleurs qu'ils empruntent l'argent elles-mêmes auprès des banques. Et donc la chaîne de financement est extrêmement longue. Et au bout de ligne, on arrive à un impact auprès des femmes, un impact auprès des bénéficiaires. Alors, c'est un appel à la prudence pour ne pas désigner un coupable et de faire l'économie d'une réflexion sur une problématique qui est beaucoup plus complexe. Moi, je travaille pour le développement international des jardins, c'est notre métier, d'aider les pays un petit peu, principalement en Afrique, mais on intervient dans les 5 continents, pour structurer un petit peu le secteur du financement, pour lui permettre de jouer le rôle de développement économique et que les institutions de microfinance ne transfèrent pas aux clients leur imperfection, leur manque de performance, mais aussi le cadre réglementaire qui peut être beaucoup plus, qui échappe en quelque sorte à ces institutions-là. Il faut travailler beaucoup plus largement. Alors c'est juste un appel à la prudence. Merci. Merci beaucoup pour votre commentaire. Je prends votre commentaire, oui. Merci, Président. J'ai juste quelques 2 ou 3 points de réflexion. C'est mon téléphone, non? Non, il faut fermer le micro. Bon, je vais utiliser ma voix. Je crois que j'ai une voix qui porte assez. Juste une question, 2, 3 points de réflexion sur la microfinance. J'ai un petit souci. J'ai travaillé dans les projets et programmes de financement, d'appui, d'autonomisation à la femme et autres. Et je voudrais que, peut-être, est-ce que vous pouvez peut-être continuer la réflexion sur l'autonomisation? Quand vous dites que le microcrédit, c'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec Michel quand il dit que vous prenez les usuriers, ce qui est vraiment qui crée un biais fatal par rapport à la microfinance, parce que nous devons parler de microfinance encadrée, légale, parce que là, ce n'est pas légal. Alors, donc, moi, je parle dans le contexte de la microfinance légale. La femme, d'abord, il faut dire que le microcrédit peut-être est né, en tout cas en Afrique. Les femmes ont commencé le microcrédit avant même que le microcrédit formel s'installe. Ça, d'abord, déjà, il faut le mettre en place. L'autre, autonomisation, le concept d'autonomisation, si le crédit, si vous dites elle devient plus pauvre, ça veut dire que, parce que la thématique c'est l'autonomisation, ça veut dire qu'elle s'arrête, elle ne travaille plus, ou bien vous voulez dire elle est plus pauvre parce que vous pensez que l'activité qu'elle fait, elle pourrait créer de la richesse. Là, vous posez problème parce que c'est une micro-activité. C'est une activité de nécessité. C'est vraiment pour vivre. Ce n'est pas pour créer de la valeur. Et c'est tellement petit qu'il ne faut pas... En fait, c'est des questions sur lesquelles je vous invite à réfléchir. Troisième point, je n'ai pas fini, Président. Soyez très bref parce qu'on doit je suis Président, je suis bref. Oui, cette salle dans 3 minutes. Oui, là, vous m'avez fait rater la réflexion. Bon, donc je m'en arrête là. Merci, Président. Merci. C'est bon? Vous avez une question rapide? Vous parlez rapide? Oui. C'est pas une question. On va faire rapide. Je veux aller au secours de monsieur par rapport... Non, je viens à votre secours. Vous savez, le Liban, les Libanais sont très présents en Afrique, et dans le commerce, le petit commerce, et je pense que c'est tout à fait justifié que vous ayez pu prendre le Liban, pays francophone, mais où effectivement les Libanais occupent une très grande place dans le commerce de proximité. Donc je pense que ça peut être une raison valable pour ce choix-là. Voilà, c'était juste pour vous secourir. Voilà. Et lui dire que vous êtes enrichi. Vous êtes enrichi. On est
permettre. Les vieux, c'est toujours ça. Les pays de la Méditerranée, les pays subsahariens. Je pense que ça peut être justifié comme ça. Vous prenez d'autres pays de la Méditerranée, les pays arabes de la Méditerranée, même des pays de la Méditerranée, subsahariens. C'était un peu l'idée. Avancer ça avec 5 pays, je ne me suis pas senti de dire que je prenais la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne. Merci pour ces commentaires additionnels et c'est bien que ce soit des commentaires. Je crois que les intervenants ici n'ont pas besoin de répondre. Ils peuvent juste prendre des notes et on va continuer la conversation plus tard. Merci beaucoup pour votre participation, votre présence et bonne suite pour la conférence. Les adresses, il faut les faire circuler. Parce que les questions de microcrédit, les questions de finance, c'est des questions qui conditionnent demain. Et donc on ne doit pas laisser des choses en suspens comme ça. Moi je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Absolument. Il faut être très prudent. Il y a d'autres façons d'agir et on peut faire des propositions. Et je vais vous rappeler aussi que j'ai du matériel ici qui parle un peu de notre recherche sur ces questions-là, emploi des jeunes, autonomisation des femmes. Notamment un programme là qu'on a lancé récemment sur une cohorte de projets sur l'emploi des jeunes en Afrique.